Alors, on va déjà commencer par un petit exemple introductif. Donc, si jamais ça correspond à la premier exercice du chapitre probabilité. Donc, l'idée est la suivante, c'est qu'on va prendre deux dés qu'on peut distinguer entre eux. Donc, je me prends un rouge, un blanc. Et puis, on lance les dés et on regarde la somme que l'on obtient. Donc, par exemple, là, on aurait un 7 si on fait 2 avec le dé rouge et 5 avec le dé blanc. Alors maintenant, on va prendre un petit peu le temps de faire quelques définitions. Donc, le fait de lancer 2 dés, c'est ce qu'on va appeler une expérience aléatoire. Donc, expérience aléatoire, c'est une situation pour laquelle on ne connaît pas en fait le résultat. Et puis, la somme que l'on obtient, donc dans l'exemple sur l'image c'était 7, c'est ce qu'on va appeler un événement. Donc une expérience aléatoire, elle va avoir plusieurs événements possibles. Les événements, c'est les résultats en fait. Donc obtenir un 7, c'est un événement. Et puis l'ensemble de tous les événements possibles, on va appeler ça l'univers de l'expérience aléatoire. Donc une expérience aléatoire, c'est un problème pour lequel on ne connaît pas l'issue. Les événements, c'est tous les résultats qui sont possibles. Un résultat, c'est un événement, et puis l'ensemble de tous ces événements, c'est ce qu'on appelle l'univers du problème, de l'expérience aléatoire. Donc maintenant, après, on peut s'intéresser à la réalisation de certains événements. La réalisation, c'est la fréquence d'apparition. Donc l'idée, c'est de savoir à quelle fréquence un certain résultat peut apparaître. Par exemple, l'événement la somme vaut 8, on peut se poser la question à quelle fréquence la somme vaut 8 peut apparaître. Et puis selon ce qu'on va décider, selon l'événement, ils auront des réalisations différentes. Alors, pour reprendre l'exemple qu'on a du départ, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une expérience, c'est-à-dire qu'on prend nos dés, puis on les lance 500 fois. Alors, c'est un petit peu casse-pied à faire, donc je vous ai donné les résultats d'une expérience où on a lancé 500 fois les dés. Et puis là, on regarde en fait la somme. Est-ce que vous voyez le curseur de ma souris ou pas du tout? Oui. Oui. Vous voyez le curseur? Alors, c'est parfait. Donc là, c'est la somme qu'on peut obtenir. Donc on peut obtenir au minimum 2 parce qu'on a 1 et 1 sur chacun des dés. Et puis au maximum, on peut avoir 12, le 6 et 6. Et puis on obtient ces chiffres-là. Alors c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de lancer ces 500 fois ces dés. Mais vu qu'on est en confinement, j'aurais pu vous demander de le faire. Vous avez un peu plus de temps que d'habitude. Bref, donc ça veut dire que parmi les 5, si on fait la somme de la dernière ligne, ça fait 500. Et puis 13 fois on est tombé sur le 2, 28 fois sur le 3, etc. Et puis maintenant on va essayer de voir quelle est la réalisation de l'événement, la somme vaut 8. Donc la somme vaut 8, on est dans cette colonne-là. La somme vaut 8, et puis c'est arrivé 66 fois. Donc la réalisation, c'est quoi? C'est 66 fois sur les 500 fois qu'on a lancé les dés. Donc ça nous donne un résultat de 0,132 que l'on peut écrire 13,2%. Donc la réalisation de l'événement, la somme vaut 8, c'est 66 sur 500. Si maintenant on prend la réalisation de la somme vaut 12, ça donne 14 sur 500. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Donc ça, c'est le principe général. Donc maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'éviter de devoir lancer 500 fois les dés. D'accord? Donc on va essayer de prédire en fait les réalisations de chacun de ces événements par des raisonnements et par du calcul. Donc c'est ce qui va nous intéresser par la suite.
Donc pour ça, on met en place un modèle théorique. Je vais rappeler un petit peu les définitions et puis les préciser un petit peu. Donc une expérience aléatoire, c'est une expérience qui possède deux propriétés. La première, c'est qu'on ne peut pas prédire avec certitude le résultat de l'expérience. Typiquement, je lance 2 dés, on ne sait pas a priori quel résultat je vais obtenir. Et puis, une autre chose qui est importante pour dire que c'est une expérience aléatoire, c'est qu'on peut décrire avant l'expérience l'ensemble des résultats possibles. Donc, c'est-à-dire on peut déterminer qu'est-ce qu'il y a dans l'univers. Alors, si je lance 2 dés, eh ben, je sais que je peux avoir la somme 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12. Donc, je peux prédire, en fait, quels sont les résultats possibles. Et puis, cet ensemble de résultats possibles, on appelle ça l'univers. Donc, voilà une petite précision des termes qu'on a déjà vus tout à l'heure. Des exemples d'expériences aléatoires et des univers qui en découlent. Alors, jeter un dé, comme univers, j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Si je jette 2 dés, je peux obtenir 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, etc. jusqu'à 6, 6. Si je jette une pièce de monnaie, je peux obtenir pile ou je peux obtenir face. Donc chaque fois, j'ai un univers pour chacune des expériences aléatoires. Alors, je vous laisse un petit moment pour essayer de déterminer quel est l'univers de ces expériences aléatoires qui sont là. C'est l'exercice 2.2. Alors, je propose qu'on garde ensemble. Alors, si on jette une fois, si on prend une pièce de monnaie et qu'on lance 2 fois, il y a au premier jet, soit j'ai pile, soit j'ai face, et au deuxième jet, soit j'ai pile, soit j'ai face. Donc en fait, je peux obtenir pile-pile, je peux obtenir pile-face, face-pile ou face-face. Où la première des lettres, c'est pour le premier jet, la deuxième, c'est pour le deuxième jet. Maintenant, si je jette une fois 2 pièces de monnaie, 2 pièces de monnaie qu'on peut pas, si je prends 2 pièces de 1 franc, je ne peux pas les discerner. Et bien là, mon univers, il est un petit peu différent. C'est que je peux avoir les 2 pièces qui donnent pile, je peux avoir les 2 pièces qui donnent face, ou alors une pièce pile, une pièce face. Donc j'ai un univers qui est un petit peu plus petit, parce que je ne peux pas différencier le pile-face ou le face-pile. Je lance les 2 pièces en même temps. Si maintenant je tire un jeton parmi 5 jetons, soit j'ai le jeton numéro 1, soit j'ai le jeton numéro 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5. Et puis si maintenant je compose un mot de 3 lettres avec ABC, j'obtiens ABC, ACB, BAC, BCA, CAB et CBA. Donc ça, on retrouve en fait les exemples qu'on avait vus dans les combinatoires. Alors heureusement, la bonne nouvelle, par la suite, quand on va vouloir calculer des réalisations, donc des probabilités, c'est pas tellement quelle est la liste exacte des événements dans l'univers qui est importante, mais c'est combien j'ai d'objets dans mon univers. Et le combien j'ai d'objets dans mon univers, c'est quelque chose qu'on peut calculer à l'aide de la combinatoire. Typiquement, combien y a-t-il de mots de 3 lettres qu'on peut composer avec ABC? Ça, on sait le calculer avec la combinatoire et on peut le dire qu'il y en a 6 sans faire la liste complète des événements. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous laisse lever la main si vous en avez, comme ça je vous donne la parole. Alors maintenant, on va appeler événement un sous-ensemble de l'univers. C'est-à-dire qu'un événement, avant je vous ai dit que c'était le résultat de l'expérience aléatoire, mais
le résultat en question, ça peut être quelque chose qui est plus complexe que juste un élément. Donc en fait, c'est un sous-ensemble de l'univers et pas forcément un sous-ensemble qui contient qu'un élément. Alors, on va mettre un exemple. On tire au hasard 2 jetons l'un après l'autre parmi 3 jetons numérotés de 1 à 3. Donc l'univers est le suivant. C'est que je peux tomber 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1 ou 3, 2. Je ne peux pas avoir 1, 1 parce que j'ai 3 jetons et je tire l'un après l'autre, donc je ne peux pas avoir deux fois le même résultat. Je ne peux pas tirer 2 fois le jeton numéro 1. Et puis voilà quelques événements possibles qu'on peut exprimer en français, et puis ici qu'on peut exprimer comme sous-ensemble en fait de l'univers du départ. Donc comme événement, je peux dire le total est 4. Donc le total est 4, ça veut dire que je peux prendre ce résultat-là et ce résultat-là. Donc en fait, mon événement, il contient 2 éléments, 1, 3 et puis 3, 1. Je peux dire le total est impair. Donc du coup, si je prends les résultats 1, 2, 2, 1, 2, 3 et 3, 2. Je peux dire que le 1 a été tiré. Donc du coup, j'ai 1, 2, 2, 1, 1, 3 et 3, 1. L'événement, le total est 6. Ben, le total est 6, il n'y a aucun de ces éléments-là qui font un total de 6. Donc en fait, mon événement, il est vide. L'ensemble vide, c'est bien un sous-ensemble de l'univers. Le total est plus grand que 2. Plus grand que 2, eh ben, c'est l'univers complet qui sera pris comme événement. Le total est impair et le 1 est tiré. Donc je peux en fait combiner des propriétés. Donc du coup, il y a le 1, 2 et le 2, 1. Et puis le total est pair et où le 1 est tiré. Donc j'obtiens tout l'univers. Donc on voit qu'un événement, eh ben, il peut donner un ensemble, un sous-ensemble de U qui contient plus qu'un seul élément. Y a-t-il des questions jusque-là? Alors maintenant, comment est-ce qu'on va calculer ces réalisations, donc ces probabilités? Ce qui va être derrière tout le calcul de probabilité, c'est cette définition-là. C'est que la probabilité d'un événement A, qu'on va noter après P pour probabilité, puis entre parenthèses A pour dire de quel événement il s'agit, c'est le rapport entre le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Donc le nombre d'éléments qu'on a dans notre événement divisé par le nombre d'éléments qu'on a dans notre univers. Ça rejoint l'idée qu'on a vue dans le premier exemple, où on regardait on tire 500 fois les dés et on regarde combien de fois on a le résultat. On a fait le nombre de fois qu'on avait le résultat divisé par les 500. Donc le nombre de cas favorables, c'était le nombre de fois qu'on avait le résultat, et les cas possibles, c'était les 500 jets de dés. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais avec le nombre d'éléments qu'on a dans l'univers et dans l'événement en question. Alors, prenons un petit exemple de casino. On prend une roulette. Une roulette européenne, c'est celle qui est numérotée de 0 à 36. On a 18 cases rouges et 18 cases noires, et puis la case 0, elle est verte. Le résultat 0, il est considéré ni comme pair, ni comme impair, ni comme rouge, ni comme noir. Sur une roulette de casino américaine, il y a 2 cases vertes. Il y a la case 0 puis la case 00. Donc nous, on va s'intéresser à une roulette européenne. Maintenant, on va essayer de calculer quelle est la probabilité que la bille s'arrête sur le 13. Ça sera notre événement A. L'événement B, ça sera quelle est la probabilité que la bille s'arrête sur une case rouge. Et puis, la probabilité C, ça sera quelle est la probabilité que la bille s'arrête sur une case paire. Alors, l'événement A, donc déjà, quel est l'univers en fait de notre expérience aléatoire qui est cette roulette? Donc, on a 37 cases
18 rouges, 18 noirs et une verte. Et puis, le résultat du tirage de roulette, c'est que la bille s'arrête sur une de ces cases. Donc, en fait, notre univers, il aura 37 éléments. Soit le 0, soit le 1, le 2, le 3, jusqu'à 36. Donc maintenant, quelle est l'événement, la bille s'arrête sur le 13, combien il y aura d'éléments dans notre événement? Il n'y en a qu'un seul, c'est le résultat, la bille s'arrête sur le 13. Donc en fait, la probabilité, ça sera 13 divisé par les 37. Pas 13, 1, parce que la bille s'arrête sur le 13, parce qu'il n'y a qu'un seul élément, donc c'est 1 divisé par 37. Maintenant, quelle est la probabilité que la bille s'arrête sur une case rouge? Donc on a 18 cases rouges. Donc l'événement, la bille s'arrête sur une case rouge, il a 18 éléments. Donc on fait 18 divisé par les 37, qui est le nombre d'éléments dans notre univers. Et puis finalement, quelle est la probabilité que la bille s'arrête sur une case paire? Notre événement, c'est la bille s'arrête sur une case paire. Il y a 18 possibilités, il y a 18 cases paires sur la roulette, divisé par les 37, et ça nous donne aussi 48,65%. Donc, la probabilité de s'arrêter sur le 13, c'est 1 sur 37. Rouge, c'est 18 sur 37. Et puis, pair, c'est 18 sur 37. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, si on joue au casino, que je parie sur les cases paires ou sur les cases rouges, j'ai la même probabilité de gagner. Donc après, c'est simplement les goûts et les couleurs des joueurs. Y a-t-il des questions? Alors maintenant, comment est-ce qu'on va résoudre un problème de probabilité? La première chose qu'on va devoir faire, c'est définir l'univers de l'expérience aléatoire. Donc l'histoire de la roulette, c'est de dire, ok, quels sont les résultats possibles? C'est avec la bille, elle tombe sur le 0, sur le 1, sur le 2, sur le 3, etc. Après, on va calculer la cardinalité de l'univers. Cardinalité, ça veut dire le nombre d'éléments qu'il y a dans notre ensemble univers. Donc pour la roulette, on voit qu'il y en a 37. Donc ça correspond à l'expérience aléatoire, à la compréhension globale du problème. Je joue à la roulette. Et puis vient après la phase où on va s'intéresser aux événements. Donc il faut définir quel est l'événement de l'expérience aléatoire. Donc, bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les résultats que j'ai dans mon événement. Et puis après, on va calculer la cardinalité de l'événement en question. Et puis finalement, on fait le rapport nombre d'éléments dans l'événement divisé par nombre d'événements dans l'univers, ou cas favorable sur cas possible. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quelques petites remarques encore. Donc, la définition qu'on vient de donner, elle est valable uniquement si chacun des événements de l'univers ont la même chance de se réaliser. On dit qu'on a des résultats équiprobables, c'est-à-dire qu'il y a autant de chances que le bille s'arrête sur le 0 que sur le 1, que sur le 2, etc. Ou alors que quand on tire un dé, il y a autant de chances qu'on obtienne le résultat 1, 2, 3, 4 ou 6. Donc on parle de dés non pipés ou de roulettes bien équilibrées, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tricherie là derrière. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on vient de voir là, ça marche uniquement dans ce cas-là. On traitera d'autres types de problèmes où on n'est pas dans des cas équiprobables, mais on verra qu'on a des techniques à mettre en place. Pour l'instant, on est dans des cas où c'est équiprobable. Autre marque qui est valable tout le temps, une probabilité, c'est toujours compris entre 0 et 1. Parce qu'on prend les cas
favorables sur les cas possibles. Les cas favorables font partie des cas possibles. Donc, au mieux, on en a autant que les cas possibles, et au pire, on n'en a aucun. Donc, si on n'en a aucun, ben, ça fait 0 sur le nombre de cas possibles, donc ça fait 0. Et puis, au pire, ben, on a cas possible sur cas possible qui donne 1. Et puis, donc, on les exprime volontiers en pourcent, soit en fraction, soit en pourcent. Et puis, ben, il y a des cas où on n'arrive pas à en fait, énumérer tous les cas possibles et tous les cas favorables.